Alors que d'importants incendies continuent de mobiliser les secours dans le sud-ouest de la France, deux sapeurs-pompiers volontaires de l'unité opérationnelle Meisenthal-Sourt ont rejoint les renforts engagés sur le terrain. Il s'agit de Michael Schferrer et de Philippe Romang. Ils ont tous les deux intégré une colonne partie de Metz samedi 25 juillet pour appuyer les équipes mobilisées, notamment dans le secteur de Bordeaux. Leur mission est de contenir la progression des flammes, protéger les populations et les habitations et préserver les espaces naturels menacés. Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement au centre-ville de Sarreguemines où la fin des soldes s'est achevée ce mardi suite à la prolongation qui avait été décidée pour compenser aux périodes de canicule fin juin. Alors quel bilan les commerçants tirent de cette édition 2026? Nous sommes allés à leur rencontre. Alors voilà, édition 2026 avec des prolongations, des soldes qui s'est conclue hier. Est-ce que Ouais. pour vous ça a été concluant cette édition? Oh bah écoutez, je pense que vu la période, on s'en sort pas trop mal. Bon, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Il a fait très chaud, beaucoup de personnes ne sortaient pas. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, ça devient un peu compliqué. Mais là, la fin, ça s'est bien terminé. La fin a été meilleure. Ça, c'est déjà pas mal. Très positif. On a eu beaucoup de clientes et puis très satisfaites. Alors que c'est sûr que la canicule a amputé un petit peu les soldes parce que les gens sont moins sortis par ces grosses chaleurs, on peut comprendre, et puis ils étaient raisonnables. Même si les magasins sont climatisés, nous on était heureux d'être dans les magasins climatisés parce que c'était plus confortable que d'être à la maison, chez nous. Mais néanmoins, bon, les soldes, ça doit rester la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Ça termine une saison, c'est un peu tout en saison, puisque le début de l'été, c'est quand même le 21 juin, et on débute les soldes peu de temps après. Donc c'est quelque part cette cohérence-là, il faudrait la retrouver chez nous dans notre profession, et pour le client aussi. Après, les soldes sont quand même relativement bien déroulés. C'est pas une année exceptionnelle, c'est clair, mais ils sont relativement bien passés. Alors le bilan va être positif sur ce mois de juillet parce qu'il a fait moins chaud. Et donc les clients sont tous sortis, comme ils sont pas sortis au mois de juin avec la canicule, ils sont tous arrivés là maintenant. Hier, j'avais d'ailleurs beaucoup de monde sur cette dernière journée, parce qu'ils ont entendu le message sur les informations. Donc ils sont venus profiter encore des petits prix, des tenues estivales. Il y avait encore du choix pour le coup. Donc voilà, je dirais que sur ce mois de juillet, on va voir, il y a encore quelques jours pour terminer jusqu'au 1er août, mais il est plutôt positif sur ce mois de juillet. Et pour vous, voilà, vous le disiez avant, c'est la cerise sur le gâteau, donc les soldes ont quand même un peu perdu de sa splendeur, on peut le dire. Oui, les soldes, c'est plus comme c'était à l'époque, à la grande époque, quand on voyait les gens qui se bousculaient. Des opérations, il y en a souvent, malheureusement, un peu tout le temps aussi, tout au long de l'année, et les soldes perdent leur splendeur, c'est clair. Mais reste quand même un temps fort encore dans la saisonnalité. Si vous voulez, il y a quand même une clientèle spéciale solde qui aime se faire plaisir encore à moindre coût, et donc qui vient pour les soldes et qui cherche le petit produit un peu d'exception, mais là elle le trouve aussi et c'est bien. Pour moi, c'est trop tôt. On devrait faire les soldes en août, à la fin de l'été. Pour vraiment qu'on puisse profiter de la saison. Alors je dirais que même les soldes ont été un peu mieux parce que les ventes privées sont tombées dans la canicule, donc ça a été défavorable. Et donc là, je pense que les soldes, du coup, on a retrouvé un peu ces soldes, pas celles qu'on a connues il y a des années du fait des offres régulières, mais en tout cas un petit engouement complémentaire et qui a fait du bien au moral, quoi. Plus de 35 ans que le 7e art se joue ici. Ouvert en octobre 1989, les cinémas Forum comptent aujourd'hui 9 salles de projection pour une capacité totale de 1400 spectateurs. Une ouverture qui a marqué le retour du cinéma à Sarreguemines après plusieurs années d'absence. De 82 à 89, il n'y avait plus de salle du tout. Et puis on a récupéré un bâtiment qui était l'ancienne poste de Sarreguemines. On a aménagé dans un premier temps 3 salles, puis 4 salles. Puis on est passé en 2003 à 8 salles et pour finir à 9 salles en 2021. Une augmentation progressive du nombre de salles avec la dernière accueillie il y a 5 ans. Mais l'objectif aujourd'hui n'est plus d'accroître davantage en quantité, mais de privilégier le confort des spectateurs, quitte à réduire la capacité d'accueil. Le nombre de places n'est plus forcément le critère que c'était il y a de cela une quinzaine, vingtaine d'années. On va continuer à optimiser la qualité de projection, la qualité du son, la qualité d'assises. Donc c'est vraiment de travailler sur l'existant. Une volonté cohérente aux chiffres de fréquentation. Depuis la pandémie Covid-19, les cinémas ont du mal à attirer. Ici, à Sarreguemines, le nombre de spectateurs annuels a diminué de 20% par rapport aux chiffres avant 2020.
Parmi les pistes envisagées pour redynamiser le secteur local figure la création d'un festival du film allemand, une volonté portée par le sous-préfet Wassim Kamel. Effectivement, comme on est vraiment à quelques encablures de nos amis allemands, moi je souhaiterais qu'on puisse travailler, imaginer à un festival du film allemand ici, avec comme point de départ Sarreguemines. Alors encore une fois, c'est des choses qui se préparent, qui se travaillent, mais quand on prend l'exemple de Villerue, qui aboutissent et qui rencontrent un public. Reste désormais à transformer cette ambition en projet concret. Un chantier qui pourrait permettre à Sarreguemines de s'ancrer encore davantage dans le paysage culturel transfrontalier. Poursuivre le devoir de mémoire. Depuis 30 ans, Michel Klein, fondateur de l'espace Mémoire de Beach, accueille plusieurs fois par an des familles de vétérans américains. Elles viennent marcher sur les traces de leurs ancêtres engagés durant la Seconde Guerre mondiale. Les familles nous contactent assez naturellement et à la première prise de contact, on essaye de caler une date, de surtout glaner des informations pour pouvoir ensuite organiser le séjour au plus près de l'histoire du parent. Donc, on ne va pas systématiquement sur les mêmes lieux, pas systématiquement dans les mêmes villages, mais en croisant les documents qu'on a, les archives qu'on a et les récits de familles qu'on a rencontrées, on arrive à aller au plus près de certaines histoires. Hartley McLeod était un des soldats américains qui a combattu dans le secteur de Rimelin. Aujourd'hui décédé, sa famille a pu rentrer en contact avec Michel Klein et organiser leur visite. On a croisé des informations, il est venu pour le 80e, donc c'était la petite fille avec l'arrière-petit-fils qui sont venus à Beach en 2025 pour le 80e. Et quand ils sont rentrés au pays et qu'ils ont partagé leur expérience, leur week-end, qu'ils ont montré les photos, les vidéos, ça a motivé leurs parents, donc le fils du soldat, à faire le déplacement. Et aujourd'hui, ils sont là pour 4 jours et c'est que du bonheur. Lors des commémorations du 80e anniversaire de la libération du pays de Beach, l'arrière-petit-fils, Milo, avait eu l'occasion de porter le drapeau américain. Un moment fort dont sa maman se souvient encore aujourd'hui. Mon grand-père est décédé avant même ma naissance. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, alors venir ici l'année dernière a été un moment très spécial pour moi. C'était la première fois que je me sentais aussi proche de lui alors que je ne l'ai pas connu. C'était vraiment génial de marcher dans les mêmes endroits où il avait marché et de voir à quel point il a été courageux. De voir ça en étant moi-même sur place et pas seulement à travers des histoires. Marquée par sa visite de l'an passé, Alison tenait à revenir cette fois avec ses parents, dont son père, le fils de Hartley McLeod. On savait que mon père et ma mère voulaient venir ici, alors on les a invités à nous rejoindre. Et puis il y a aussi mon oncle qui aimerait venir un jour. J'ai également beaucoup d'estime pour le partenariat que nous avons établi avec les Français et voir aussi leur reconnaissance envers les Alliés pour leur courage, eux qui sont venus libérer la ville. Plus de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les souvenirs des combats continuent de rassembler Français et Américains. Un devoir de mémoire qui se transmet de génération en génération. Dès le mois de septembre, d'autres familles de vétérans américains sont attendues. Le festival Les Étendards, ce n'est pas uniquement des représentations de spectacles vivants, c'est aussi des séances de cinéma en plein air. Illustration ce week-end avec la projection vendredi à Putelange-au-Lac du film Sur la route de papa au niveau de l'ère sportive. Un film qui aborde les liens familiaux, le partage et la découverte de l'autre. Ce long métrage sera projeté à partir de 21h45. 2 heures plus tôt, dès 18h30, débutera une soirée jeux de société. L'entrée est libre. Rebelote samedi soir dans la cour de l'école de Rémbrin-les-Putelanges. Cette fois-ci, c'est le film En fanfare qui sera projeté. Une comédie aussi qui raconte la rencontre improbable entre 2 frères que tout oppose, mais que la musique réunit. Avant la projection, les Voix du Coin proposeront une animation musicale et un karaoké. L'entrée est libre. Même absence de tarif pour accéder ce week-end à la 32e Fête de l'Oignon organisée à Heure-Mignonne, ouverture des portes et remplissage des estomacs à partir de samedi 19h et jusqu'au dimanche soir. Au menu notamment, oignons confits, beignets d'oignons, tarte à l'oignon, soupe à l'oignon ou tarte flambée. Au niveau des animations musicales, Ma Bonne Étoile, Corinne Fraîche, Marcus Wolfart et Graziano. Voici le programme concocté par l'Interassociation d'Heure-Mignonne.
Bonjour tout le monde, c'est Sarah du groupe Unique. Certains me connaissent déjà, j'ai quelques commerces à Sarreguemines. Je vous parle actuellement de l'esplanade du Casino. Pourquoi ? Parce que je vous attends ce week-end, les vendredis 31, samedi 1er août et dimanche 2 août, pour la première édition du Street Food Festival de Sarreguemines. Pourquoi organiser cet événement ? Parce que j'ai envie de tous vous y retrouver, parce que je suis quelqu'un d'ici et j'ai envie de créer des événements qui nous regroupent. Alors bien sûr, personne des alentours, vous êtes les bienvenus. Je vais vous parler un petit peu de ce festival. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez déguster tout un tas de nourriture du monde. On va avoir environ une dizaine de food trucks qui va aller de l'asiatique au plus traditionnel. Il va y avoir aussi du sucré, des cafés, des matchas. L'idée, c'est que vous puissiez vous installer l'après-midi en famille et profiter autour d'un climat convivial. Pour ça, on a fait venir quelques intervenants comme Marina D'Amico qui va venir avec son école de chant, qui va venir nous raviver les oreilles avec des super chanteurs. On va avoir également un club de salsa et plein d'autres de petites surprises. Et le soir, on vous attend pour faire la fête avec notre super DJ que vous avez déjà connu à la fête de la musique et à la Saint-Paul, le DJ Track. Alors pour résumer, je vous attends ce week-end, vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 août, pour venir bien manger, faire la fête dans une super ambiance. N'oubliez pas que cet événement est entièrement gratuit et je serai là à vous attendre sur l'esplanade du Casino. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Quel est ce village ? À la frontière ouest du pays de Bitche, ce village étoile s'étire sur plus de 13 km². Sous ses pieds, des sépultures de l'âge de fer et des bas-reliefs gallo-romains. Ce village de Moselle, vous le connaissez ? Donnez-nous votre réponse sur notre page Facebook. Passons aux prévisions météo. Demain, les quelques nuages du début de matinée se dissipent rapidement. L'accalmie est courte car en milieu de journée, quelques averses tombent sur l'ouest du département et peuvent évoluer en orage. Il faut attendre la fin de journée pour retrouver un temps sec. Les températures 20 degrés le matin jusqu'à 36 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Juliettes. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal. Ermingen célèbre la Zwiebelfest les 1er et 2 août. C'est la grande fête de l'oignon sous chapiteau, entrée gratuite et soupe à l'oignon offerte pour tous dans une ambiance festive. Je crains que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Territoire frontalier pour la France et position stratégique pour les Allemands, notre arrondissement est de tradition une terre de garnison. On le sait pour Bitche, qui depuis la construction de la citadelle est une ville marquée par la présence militaire. On le sait moins pour Sarreguemines, dont l'urbanisation s'est faite en fonction de l'implantation de ses casernes. Et puis, le long de la ligne Maginot aussi, on a vu s'ériger des casernes jusqu'au cœur des villages. Alors nous sommes aujourd'hui dans la cour de l'intendance du lycée technique. Et cette cour a toute une histoire. C'est un point exceptionnel de l'ancien casernement des chevaux légers à Sarreguemines. Alors, vous voyez ici derrière nous un bâtiment qui est le bâtiment de commandement de ce casernement. Ce casernement est venu remplacer l'ancien casernement du centre-ville qui était à l'emplacement de l'actuel tribunal et qui était devenu tellement vétuste, humide et insalubre. Et l'armée bavaroise, qui était en l'occurrence l'armée allemande, qui est venue occuper notre ville, elle trouvait que ce bâtiment ne convenait plus à son standing de l'époque. Donc, un tout nouveau casernement s'est construit aujourd'hui entre la rue Foch et la rue des Tirailleurs. C'est devenu le lycée technique
c'était une partie de l'histoire. Il y avait ici jusqu'à 650 militaires, plus de 300 chevaux. Ceci jusqu'en 1904, où on commençait à sentir, je dirais, un réarmement avant la guerre de 14-18. Et alors, il y a eu un agrandissement à l'autre côté avec de nouvelles écuries. On était encore à l'époque du cheval. Ce n'était pas encore la motorisation qu'on a connue pendant cette Première Guerre mondiale. Les autorités allemandes, après la guerre de 70, ont ressenti le besoin de renforcer la défense militaire de l'ouest du Reich. Et ils se sont donc dit qu'en dehors des régiments déjà implantés, il fallait en rajouter, et notamment un gros régiment d'infanterie. 3 villes étaient en concurrence pour accueillir cette caserne. Il y avait Metz, Sarrebourg et Sarreguemines. La ville qui a remporté la mise, c'est Sarreguemines, parce qu'ils ont proposé des conditions financières intéressantes aux autorités allemandes. Ils leur ont proposé de construire le bâtiment, d'imputer au Reich un loyer qui permettrait juste de rembourser l'amortissement du prêt. C'est-à-dire que la ville de Sarreguemines a fait la trésorerie de l'État. Les autorités allemandes ont été d'accord avec cela, ce qui fait que ce bâtiment a été construit à la fin du 19e siècle. Dès 1897, 2 bataillons d'infanterie sont arrivés à Sarreguemines, qui serait le noyau de ce futur régiment. Et dans le même temps, donc, M. Göring, qui était architecte dans les choses militaires pour le Reich allemand, a supervisé la construction de ces bâtiments dans un très beau style que l'on rencontre également à Karlsruhe. Et c'est en 1899 que le bâtiment est achevé et que les soldats peuvent y être accueillis. Tout cela a commencé au XIIe siècle déjà, à l'époque où le duc de Lorraine fait installer ici une petite fortification, avec forcément une petite garnison. Ensuite, au cours des XVe et XVIe siècles, le comte de Deux-Ponts, qui devient seigneur de Bitche, installe aussi une garnison plus ou moins importante. Cette garnison est remplacée par la garnison française à partir de 1680 à peu près. La fortification commence à prendre la forme qu'elle a aujourd'hui. C'est Vauban qui en dessine les plans. Et Vauban fait installer sur toutes les fortifications aussi de quoi loger une garnison importante. Et c'est à l'époque que sont édifiées les premières casernes, à proprement parler, sur la fortification de Bitche, qu'on appelle encore fort de Bitche. Il y a aussi des casernes en ville à partir du début du XVIIIe siècle, 1741. L'état-major fait acquisition de bâtiments privés, notamment là où se trouvent aujourd'hui les finances publiques. À Bitche, c'était la caserne Y dans un premier temps. On fait aussi l'acquisition d'une caserne qu'on appelle le grenier à grains ou le grenier des fermes, qui s'appelle la caserne X. C'est les Allemands, entre 1870 et 1918, qui font ériger les casernes modernes à Bitche. En l'occurrence, la caserne Freiherr von Falkenstein, aujourd'hui quartier Tessier, et la caserne Heinz, qui est aujourd'hui le siège de la communauté de communes. À la même époque est construit et est aménagé le camp militaire de Bitche pour les manœuvres. Et il abritait déjà une caserne à l'emplacement de l'agglomération aujourd'hui dite de Bitche-Camp. À la suite de la Première Guerre mondiale, les Français reprennent possession de l'ensemble de ces structures avec une extension qui est donc construite dans les années 1920 et 30 qu'on a appelée caserne Jouard, qui aujourd'hui a disparu en partie. Le dernier régiment à avoir occupé la caserne Tessier, ancienne caserne Freiherr von Falkenstein, était le 4e régiment de cuirassiers. Alors ce régiment a été installé ici en 1968 et il a été dissous en 1997, même année où la caserne a été abandonnée. C'est la commune de Bitche qui en fait acquisition dans les années 2000. Je suis arrivé en 1968 à Bitche. J'en suis reparti en 1997 à la fermeture. Bien entendu, en ayant eu 3 mutations entre-temps, mais j'ai quand même fait un séjour de 22 ans en totalité au 4e cuir. J'ai été muté au 4e régiment de cuirassiers en 84 et j'étais ce qu'on appelle officier d'ordinaire. C'est-à-dire je m'occupais de nourrir les militaires du rang du régiment. J'ai commencé tout à fait en bas de l'échelle en tant que jeune sous-officier sortant d'école militaire à l'atelier régimentaire en tant que mécanicien. Ensuite, j'ai été sous-officier d'échelon. J'ai été officier d'échelon, adjudant d'unité, comptable auto.
chef de secrétariat. En 87, je me suis occupé de la partie chancellerie et faire fonctionner le secrétariat du colonel. Au quotidien, la grosse majorité du temps, c'était le travail à l'atelier ou les interventions sur les véhicules, principalement lorsqu'on était à manœuvre. Une chose qui m'a marqué, c'était la première femme militaire qui est arrivée au 4e cuir. C'était tout nouveau pour nous, tout nouveau pour elle, bien sûr. Pour elle, c'était assez compliqué de se retrouver toute seule au milieu de 700 soldats. Il y avait des femmes dans les régiments de transmission, dans l'armée de l'air, bien sûr dans le service de santé, mais dans les régiments de combat, il n'y en avait pas encore. Et c'était la première qui est arrivée. Après, nous en avons eu plusieurs, donc c'était beaucoup plus facile pour elle. Mais il fallait qu'elle fasse ses preuves 2 fois plus. Il fallait qu'elle montre qu'elle était capable de faire comme les hommes. En tout temps, donc en manœuvre, partout, elle venait partout, elle faisait comme nous, elle faisait comme les hommes. Une fois, je suis resté 3 heures dans un trou d'eau en plein hiver, parce qu'un char était planté dans un trou qu'il n'avait pas vu, puisqu'il y avait de la neige et de la glace. Et comme il était jusqu'à la tourelle, il ne pouvait plus sortir. Et le temps que le dépannage vienne, il a fallu enlever la terre pour pouvoir accrocher l'engin. Donc je suis resté 3 heures dans l'eau. Mais le moteur tournant, l'eau s'était réchauffée, donc j'étais très bien dans l'eau. J'ai pas voulu ressortir jusqu'à la fin. C'était un régiment d'appelés. Il y avait très peu d'engagés, très peu. Ils n'étaient pas volontaires, on le sait bien. Ils criaient la quille, c'est normal. Mais quand on avait besoin d'eux, j'étais là. Je pense qu'on a perdu gros en supprimant l'armée de conscrits. Il y avait une symbiose entre la nation et nous, parce que tous les 2 mois, on voyait arriver des nouvelles personnes. Ça permettait à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes, de s'intégrer à la société et de découvrir ce que c'est que de vivre en communauté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui où chacun reste de son côté et ne pense qu'à lui. On se retrouve tous les anciens du 4e cuir régulièrement, 2 fois par an, et beaucoup sont restés dans la région, beaucoup. Il reste quand même pas mal d'anciens militaires qui permettent de se retrouver de temps en temps et de reparler des bonnes périodes, des bêtises qu'on a fait à droite et à gauche. Les troupes de forteresse, ce sont des troupes qui ont été créées spécialement pour défendre la ligne Maginot. Donc, pour que les soldats puissent intervenir rapidement en cas d'alerte, il fallait qu'elles logent au plus près des positions qu'elles auront à défendre. Donc, pour loger les différents personnels, que ce soit la troupe, les sous-officiers et les officiers, aux abords de ces ouvrages ont été construits des cités et des logements pour toutes ces catégories. Donc dans la région, on avait bien des casernes qui existaient à Saint-Avold, Forbach et Sarreguemines, mais ces casernes sont situées en avant de la ligne Maginot, donc ne seront pas utilisables pour loger les soldats des troupes de forteresse. C'est pour ça que dans notre région, on va construire des casernements à partir de 1935 à Sarralbe, Saint-Jean-Rohrbach et à Puttelange-les-Farchulaires également. Donc pour les soldats, il y avait ici à Rohrbach, sur la route de Binat, à Binat en rentrant à gauche, vous avez les casernements de sécurité qui abritaient donc la troupe. Il y avait une cité que vous voyez derrière moi, qui était la cité dans laquelle étaient logés les sous-officiers. Et dans le village de Rohrbach, il y a une cité pour loger les officiers. Donc à Arène, on a au Val d'Arène le même contexte, des cités officiers, cités sous-officiers et les casernements qui sont maintenant complètement disparus. Le Légeret pour le Cimserov. Dans Bitche, vous avez le camp de Bitche et les cités Jouarre et Tessier. Et ce scénario se répète dans tous les lieux où il y a besoin d'hommes pour alimenter les ouvrages. Donc une caserne en temps de paix, c'est l'effectif d'un bataillon, c'est à peu près 1 millier d'hommes. Donc 1 millier d'hommes, plus les officiers, sous-officiers et leurs familles. Et donc quand on prend les soldats qui faisaient leur service militaire dans ces régiments, ils venaient majoritairement donc, de régions fortement peuplées, et en l'occurrence de Paris et de la région parisienne. Donc si on prend par exemple le Saint-Jean-Rohrbach, en 1938, quand l'armée va venir occuper les casernements, le village fait 652 habitants. Donc on a 652 habitants d'un côté, 1 millier de soldats de l'autre. Alors mettez-vous un instant dans la peau d'un petit titi parisien qui va venir à Saint-Jean-Rohrbach faire 2 années de service militaire.
Donc Saint-Jean-Rohrbach, un village comme tous les villages de notre région où on parle le platte et l'allemand, où devant les maisons, on a des grands tas de fumier, et où la gare la plus proche se situait à Fartschwiller, donc 10 km à faire à pied pour aller en permission. Donc c'est sûr que pour ces soldats-là, c'était vraiment un dépaysement que de se retrouver pendant 2 années dans les campagnes françaises. Mais pour les familles des militaires, ce n'était pas une vie marrante non plus, puisque ces casernes avaient été construites à l'extérieur des grandes villes, donc aucun lieu de loisirs pour ces familles-là. Donc elles vont vivre en vase clos et donc seront en permanence baignées dans cette ambiance militaire. Et donc les militaires de carrière, donc officiers, sous-officiers, volontaires ou volontaires désignés d'office, en fait, avec quand même des compensations financières quand ils venaient passer 3 ou 4 années dans ces garnisons dites défavorisées. Et en plus, ils avaient, à l'issue de leur séjour ici, la possibilité de choisir plus facilement leur affectation d'après. Dans les années 70, a été créé un nouveau quartier militaire, la caserne qu'on appelait quartier Pagésie. Il a été créé pour abriter le 57e régiment d'artillerie, arrivé à Bitche en 1976-1977. Ce quartier a ensuite été rebaptisé Drian lorsque le 57e régiment a été dissous en 2008 pour être remplacé par le 16e bataillon de chasseurs en 2009, installé comme unique régiment restant à Bitche aujourd'hui. Le quartier Pagésie a été ouvert en 1976 au 57e régiment d'artillerie. C'est à ce moment qu'il a pris le nom de quartier Pagésie, du nom du colonel Pagésie, père de l'artillerie antiaérienne à l'issue de la guerre 14-18. Le 57e ERA, au départ, était le 57e régiment d'artillerie de campagne. Il était créé en 1911 à Toulouse. Il s'est illustré à Vitry en 1914, en 1917 les Monts et en 1918 les Lettes. Ça, il a reçu la fourragère verte et rouge de l'armée. Ce régiment donc a été recréé en 1970 à Colmar jusqu'en 1976, arrivé à Bitche en 1976 pour montrer aux citoyens de la ville de Bitche qu'un régiment existait et qu'il était en parfaite osmose avec la ville. La citadelle de Bitche était envahie par des arbres et des buissons. Les artilleurs ont nettoyé la citadelle. Donc le régiment était stationné à Bitche de 1976 à 1979. Et là, il avait comme matériel le canon de 40 et le bitube de 30, qui ont été remplacés par le Roland. Et le Roland était chargé de la mission antiaérienne. Je suis le président de l'Amicale des Anciens du 57, qui a été créé au 57e ERA 1988 par le colonel Corberan. L'Amicale du 57e ERA a été créée pour perpétuer la mémoire du régiment. Elle compte à ce jour 101 amicalistes. On rappelle notre devise, touche-y si tu l'oses. Et la compagnie Polmar a osé, pour l'ensemble. Togo Sissé à disposition des chefs de section. À l'initiative de l'administration militaire allemande, dans une zone très boisée, très dépeuplée, donc sur des terrains privés, notamment de l'Office aussi des forêts. Ce camp a été créé pour l'entraînement des régiments installés à Bitche, mais aussi d'autres régiments qui pouvaient venir s'y entraîner. Il fait 35 km² à peu près. Il avait été étendu durant la Seconde Guerre mondiale, mais revenu à ses dimensions d'origine juste après. Il a aussi été inauguré donc, le 14 mai 1903 par l'empereur Guillaume II lui-même, qui est venu aussi à l'occasion planter le fameux tilleul de l'empereur. Le Kaiser, lorsqu'il se déplaçait, il faisait planter, de façon symbolique, un tilleul pour marquer son passage. Et évidemment, le tilleul de l'empereur, la Kaiserlinde de Bitche, a été décapité en 1918. Aujourd'hui, ce qu'il reste des casernes inoccupées a été transformé. À Sarreguemines, ce sont les écoles qui ont pris le relais. Ailleurs, les bâtiments ont été transformés en habitations. À Hurmingen, c'est la prison qui y a pris ses quartiers. Bitche reste le dernier bastion militaire du secteur, après avoir beaucoup bataillé pour garder son statut de ville de garnison. Et tous ceux qui ont fait leur service militaire connaissent Bitche et son camp, où ils sont passés quelques jours ou plusieurs semaines en manœuvre, comme un certain Johnny Hallyday, qui a reçu ses galons de caporal en 1964.